toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Une semaine qui a été très largement dominée par la situation en Syrie. Cela fait une semaine maintenant que la ville de Homs est pilonnée par l'armée syrienne. Mais on pourrait également parler de la localité de Zabadani, à 40 km au nord de Damas. Les violences ont redoublé depuis le double veto russe et chinois à l'ONU. N'est-il pas trop tard pour arrêter les massacres? De nouvelles rumeurs font état d'une attaque très prochaine d'Israël sur l'Iran. Info ou intox, nous poserons la question à nos invités. Nous parlerons également de la campagne électorale en France. Nicolas Sarkozy devrait être bientôt candidat. Il nous donne un avant-goût de son programme dans une interview accordée au Figaro Magazine. Non au mariage gay, non à l'euthanasie, référendum sur les droits de vote des étrangers et les allocations chômage. Notre président est-il réac? Eh bien, cette semaine, nous sommes avec Ziad Limam, qui est le directeur du mensuel Afrique Magazine, avec Yvan Rioufol, qui est éditorialiste au Figaro, auteur également de L'urgence d'être réactionnaire. Et c'est dans l'actualité, on en parlera. C'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France, avec Marc Semo, qui dirige le service Monde du quotidien français Libération, et avec Paul Taylor, qui est rédacteur en chef à Reuters et spécialiste des questions européennes. Bonsoir. On commence avec la situation en Syrie et le calvaire de la ville de Homs qui se poursuit. Tout a commencé après le double veto russe et chinois à l'ONU. C'était samedi dernier. Un permis de tuer accordé au président Assad, diront certains. Les Russes qui ne veulent pas entendre parler de la moindre ingérence. Il a été très clair sur la question, le Premier ministre Vladimir Poutine. Nous condamnons évidemment toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Mais il ne faut pas se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut laisser les Syriens décider eux-mêmes de leur sort. Notre tâche, c'est de les aider sans aucune forme d'ingérence. Marc, c'est bon entendre les Russes. Il y a peu de chances qu'on trouve une solution à l'ONU. Ça paraît quand même très clair. Que peut-on faire alors aujourd'hui pour le peuple syrien? D'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Russie est en campagne électorale. Et que Poutine, on pouvait encore penser il y a quelques mois que c'était sans surprise, est quand même obligé de travailler un peu. Donc déjà, il est obligé, sur la question syrienne, d'être extrêmement dur. Il ne faut pas oublier la portée symbolique de la Syrie. C'est un peu le dernier vestige de ce qui restait de l'ex-Union soviétique ou de la Russie comme puissance présente au Moyen-Orient. Ensuite, effectivement, on se trouve dans une situation terrible. C'est-à-dire on ne peut pas ne rien faire et personne ne sait quoi faire. Et c'est là que, d'une certaine façon, je pense, la communauté internationale paye aussi le précédent libyen. C'est-à-dire, les Russes et les Chinois sont d'autant plus verrouillés et méfiants qu'en Libye, on avait commencé avec l'idée d'une intervention, zone d'exclusion aérienne, protéger les populations civiles, et qu'on a abouti d'ailleurs à raison à un changement de régime. Évidemment, là, à l'ONU, ils verrouillent. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a vu qu'en Libye, ça a été beaucoup plus long que prévu, 7 mois, même un peu plus. En Syrie, ça sera beaucoup plus difficile. Et donc, y compris l'OTAN, comme l'a encore rappelé le secrétaire général de l'OTAN, Rasmussen, hors de question d'y aller. Et le dernier élément, c'est que c'est une zone beaucoup plus sensible. La Syrie a des alliés, la Syrie est beaucoup plus armée, et donc là aussi, tout le monde craint de mettre un feu à sang et de déstabiliser toute la région. D'où le fait que pour le moment, personne ne sait trop quoi faire. Yvan Rioufol, est-ce qu'il faut armer aujourd'hui l'opposition ? Écoutez, il y a un doute malgré tout sur ce que représente aussi l'opposition. Je dis ça avec une grande prudence, mais l'opposition, est-ce que c'est un mouvement démocratique, comme on avait pu le voir également lors des printemps arabes, ou est-ce des mouvements intégristes? Il semblerait que le doute soit permis, que la question soit autorisée, d'autant qu'on a vu que cette opposition était celle qui avait au bout du compte tué notre confrère accidentellement, notre confrère de France 2. On a compris ensuite que c'était bien des tirs qui venaient des insurgés et non pas du régime d'Assad. Et donc, moi, je mais est-ce que là, c'est pas rentré dans la logique d'Assad quand il parle justement de groupes armés? Est-ce que finalement, en tenant un discours comme ça... Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il faut avoir une extrême prudence, vu précisément les précédents libyens ou les précédents même du printemps arabe qui nous amènent malgré tout à être beaucoup plus prudents qu'il ne le faudrait. Naturellement, nous avons une empathie pour les tragédies qui se passent là-bas. Naturellement, nous avons affaire à une dictature. Naturellement, nous avons affaire à une dictature à bout de souffle. Mais naturellement, nous voyons aussi que nous arrivons aux limites de l'ingérence humanitaire, de l'ingérence
de l'Occident, dans le fond, qui doit bien choisir un camp, sachant en plus d'ailleurs qu'il y a une forte communauté chrétienne qui, paradoxalement, est plutôt soutenue par les Alaouites et qui craint également, elle aussi, elle nous le dit, enfin, si on l'entend, qui craint également la survenue d'un régime islamiste beaucoup plus dur. Et donc, moi, j'ai presque envie de brûler les étapes et de poser la question de savoir si, au bout du compte, on ne s'achemine pas dans ces régions-là, dans toutes ces régions-là, qui ont été coupées un peu à coups de serpe par l'ancienne colonisation, vers des repliements sur des identités préalables, vers des fédérations et vers des séparatismes qui semblent a priori inéluctables. Mais en même temps, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que les logiques vont vers là, parce que je ne vois pas très bien comment aujourd'hui s'entendre dans ce qui est quand même aussi dans ce qui sont des guerres de religion, dans le fond. Guerre de religion. Pas seulement, mais aussi. Ouais, guerre de religion, guerre civile aujourd'hui. On est en pleine guerre civile là aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer à utiliser le mot parce que on est parti sur une vague qui était très différente, qui venait de Tunisie, qui venait d'Égypte, sur lequel il y avait une revendication politique qui était très claire dans des pays plus homogènes quand même sur le plan de la population, sur le plan de la société civile, etc. Là, on découvre tous les jours l'aspect, ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'aspect religieux, ethnique, presque. Moi, je parle de libanisation de la Syrie. Oui. Quand je vois des images comme celles qui défilent un petit peu sur votre plateau, moi j'étais un tout petit peu jeune, mais le début de la guerre du Liban, c'est des choses qui commencent comme ça, et puis après ça prend une dynamique qu'on n'arrive plus à contrôler. Il y a clairement un parti alaouite en Syrie qui est fort, et qui se laissera pas dézinguer de cette manière-là. On peut tout à fait envisager un bastion alaouite en Syrie. On peut envisager une espèce de parcellisation. Et donc, on est au-delà du débat sur la démocratie. On est dans une tragédie stratégique interne à ce pays qui est le produit d'une colonisation avec une mosaïque. Et la deuxième chose, c'est le jeu externe. Vous en parliez très bien, Marc, tout à l'heure. C'est que c'est devenu la nouvelle frontière, la nouvelle guerre froide. C'est-à-dire qu'on a une Russie qui a décidé de protéger ses intérêts dans les deux seuls pays qui lui restent, c'est-à-dire l'Iran et la Syrie. Et quand on parlera du conflit potentiel avec Israël, les Russes ont été très clairs aussi là-dessus. Donc on voit bien une espèce de Russie qui a été exclue du Moyen-Orient, qui a été repoussée des mers chaudes, qui n'a qu'un seul cauchemar, c'est de voir des troupes de l'OTAN s'installer dans cette partie-là. Et troisième chose, il ne faut pas oublier que les Russes ont une peur panique des islamistes, des salafistes, etc., qui sont déjà dans le Caucase, qui sont déjà en Tchétchénie, qui sont déjà un peu partout sur leur frontière sud. Alors il ne leur manquerait plus qu'un Moyen-Orient islamisé pour que ça vire pour eux au cauchemar stratégique. Donc on voit bien que cette histoire devient extrêmement lourde au sens de la gestion, et on peut comprendre que des bureaucrates de l'OTAN, etc., et que des pouvoirs un petit peu fragiles se disent on ne va peut-être pas y aller comme ça. Mais ça évidemment, ça n'atténue pas la souffrance du peuple, mais dans toute guerre civile, malheureusement, c'est pas le peuple qui est le premier sauvé. Paul Taylor, qu'est-ce qu'on peut faire pour les Syriens aujourd'hui? On a bien compris qu'il n'y aura pas donc de solution diplomatique, que la situation est très complexe. Est-ce qu'on peut imaginer mettre en place des corridors humanitaires? Parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui souffrent à Homs, c'est des dizaines et des dizaines de civils qui sont tués chaque jour. Est-ce qu'on peut imaginer l'intervention de la Ligue arabe sans feu vert des Nations Unies? Y a-t-il une solution? Je pense que ou est-ce qu'il faut les laisser se déchirer? On va faire ce qu'on avait fait à un moment donné dans les Balkans, lorsqu'il n'y avait pas non plus de consensus aux Nations Unies, c'est-à-dire qu'on va faire un groupe de contact des pays qui sont d'accord entre eux, qui seront ce que fait la France, là, avec un groupe des amis de la Syrie, les Européens, les Américains, enfin une bonne partie du monde, mais qui ne sera pas la Russie ni la Chine, en tout cas pour l'instant. Et là, mais alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un voisin, la Turquie, qui héberge déjà des gens qui ont fui la Syrie, dont des militaires qui ont déserté l'armée et qui s'entraînent un petit peu là-bas. On peut imaginer, alors ça c'est quelque chose qui se discute, je pense, en coulisses, la possibilité d'entraînement de militaires, voire d'armement des opposants. C'est une stratégie à haut risque. Et quand on met le doigt dans cet engrenage-là, il va falloir réfléchir aux conséquences. Mais la difficulté reste, sans la coopération de la Syrie, comment faire des couloirs humanitaires, par exemple, comment protéger, comment sécuriser, etc. La Turquie étant le pays qui
s'apprête le mieux, en tout cas, à soutien de voisinage. De fait, sans l'accord de la Syrie, c'est impossible d'imaginer de faire des corridors humanitaires en interne. La seule chose possible sont des zones tampons près des frontières. La Turquie joue un rôle fondamental. Ouais. Et la Turquie, là, est en train de prendre sa revanche en jouant à fond cet atout stratégique de sa position. Et notamment, on voit que le ministre des Affaires étrangères turc, Ahmet Davutoglu, s'active pour faire une grande conférence internationale autour de la Syrie. Et elle va faire payer à la France un certain nombre de choses, dont la loi sur le génocide arménien. C'est-à-dire, la Turquie sera au centre et elle compte bien jouer dans cette crise le rôle qu'avait joué la France au moment de la crise libyenne. C'est-à-dire d'être le pays au centre de l'événement alors qu'elle avait été totalement marginalisée. Et d'écarter la France, contre qui elle a de nombreux griefs. Je ne sais pas si... je sais que nos amis turcs sont en pleine renaissance, mais je ne sais pas s'ils ont la taille stratégique, j'allais dire, pour... Ils ne le feront pas tout seuls. Non, mais pour gérer une région dont on voit bien l'arc de fracture qui part de Beyrouth, qui passe à Damas, qui va jusqu'à Bagdad, qui revient jusqu'au territoire, jusqu'en Israël. Enfin, on voit bien quand même que c'est une région extrêmement complexe où les problèmes identitaires, culturels et religieux sont dans tous les pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a, vous le disiez, je crois que c'est vous, il n'y a pas de leadership mondial aujourd'hui. Il y a un Barack Obama qui est déjà dans sa campagne et qui a donné tous les signes qu'il n'avait pas du tout envie de mettre les pieds dans cette histoire. Un président français qui est en campagne électorale. Ça fait beaucoup de monde qui n'est pas préoccupé à une crise économique. Bon, alors, pourquoi les Français sont tellement en pointe sur ce dossier? Peut-être que c'est personnel au président et on peut lui en être redevable. Mais le groupe des Balkans, je ne vois pas où il va être. Sans la Russie, je ne vois pas comment ça peut se faire. Sans la Chine, je ne vois pas comment ça peut se faire. Le groupe des Balkans s'est fait sans la Russie. Mais il y avait les États-Unis qui ont bombardé. Oui. Mais ensuite, c'était quand même pas de la blague. Ensuite, ils les ont réintégrés. Oui. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est limité. Il n'y aura pas de confrontation, à mon sens, militaire possible avec la Syrie. Alors, on pourra encore en parler longuement de la Syrie, mais je voudrais qu'on parle également de cet autre sujet de préoccupation dans la région, c'est l'Iran et son programme nucléaire. Les Israéliens qui commencent à perdre patience. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a envisagé de mener une opération contre les installations iraniennes, une hypothèse que veut à tout prix écarter Alain Juppé, le chef de la diplomatie française. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Nous leur disons qu'une telle intervention pourrait avoir des conséquences irréparables et qu'il faut donc tout faire pour l'éviter. Et pour l'éviter, nous avons décidé, c'est là aussi l'initiative de la diplomatie française, celle-là, de mettre en œuvre des sanctions sans précédent, comme les a qualifiées le président de la République, qui pourront convaincre le régime de Téhéran de revenir à la table de la négociation comme nous leur proposons. C'est le gel des avoirs de la Banque centrale et c'est l'embargo sur les exportations pétrolières de l'Iran. Ça a été décidé par les 27, et ça va rentrer en application progressivement au cours des prochaines semaines. Ça a été décidé par le Congrès et le président des États-Unis. Nous essayons d'en convaincre aussi d'autres clients de l'Iran, notamment le Japon ou la Corée du Sud. Voilà la ligne qui est la nôtre aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran. Paul Taylor, c'est la énième rumeur de ce genre. Est-ce que vous pensez que ces rumeurs sont crédibles? Est-ce que c'est envisageable qu'Israël attaque les installations nucléaires iraniennes? Je pense qu'il faut le prendre au sérieux, effectivement, parce que les Israéliens estiment que d'ici 9 mois, à peu près, 1 an au maximum, les Iraniens seront en mesure de mettre toute leur production nucléaire à l'abri, profondément enfouie, et donc que d'ici là, il y a une fenêtre, comme ils disent, pour éventuellement aller détruire une partie, en tout cas, de ces installations, et qu'après, ce ne sera plus possible. Les Américains, eux, voient ça à un petit peu plus longue échéance, mais la question, si vous êtes Premier ministre israélien et que vous avez l'impression qu'il y a une menace vitale pour Israël, qui émane de l'Iran et qui émanerait d'un Iran nucléarisé, et qu'on vous dit qu'il vous reste 9 mois pour agir, évidemment, la tentation d'y aller doit être très forte. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y a un jeu avec les Américains où les Iraniens voudraient précipiter une action, ou plutôt précipiter une action américaine, que de devoir le faire eux-mêmes, et que, en même temps, les élections américaines jouent contre ça. Mais justement, je pense que le calendrier électoral américain est fondamental. C'est-à-dire, il y a une partie de bluff, il y a une partie de pression. Tout le monde sait que les sanctions, même si elles ont déjà des effets, ne régleront pas la question. Et donc, les Israéliens jouent à fond
le calendrier électoral américain. Les républicains font campagne sur le thème « il faut y aller ». Et Obama est d'une certaine façon dans une situation un peu difficile, parce qu'il avait démontré que c'est un président déterminé, notamment avec la mort de Ben Laden, ce qui est quand même un de ses grands arguments de campagne. General Motors est vivant, Ben Laden est mort. Donc sur l'Iran, il peut difficilement dire « nous allons faire des sanctions plus dures pour amener les Iraniens à la table des négociations », alors que les Iraniens disent non. Et donc, il y a aussi, pour les Israéliens, cette fenêtre d'opportunité-là. On est dans une double détermination. On peut parfaitement comprendre que d'un point de vue stratégique, pour Israël, c'est un danger mortel. Et après, on peut essayer de faire en sorte que cette sensation ne débouche pas sur une guerre. Mais je crois qu'il faut être très clair, les Iraniens, ils vont un jour ou l'autre vers l'armement nucléaire. C'est la puissance régionale. On peut les couper de pétrole, on peut couper leur banque centrale. Certains experts disent que le programme nucléaire iranien s'est arrêté depuis longtemps, depuis 2003. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne sait exactement. Personne ne sait exactement. Ce que je veux dire, c'est pas que est-ce qu'ils la feront en 2011 ou est-ce qu'ils la feront en 2012. Je dis que c'est la nature même de cette puissance, là où elle est au cœur du Moyen-Orient, de ce qu'elle représente historiquement. Ils ont un programme nucléaire civil, ils auront probablement un programme nucléaire d'armement, ils ont presque intérêt, mettez-vous à leur place, il suffit de regarder une carte, ils sont entourés de bases américaines, ils sont à 3 heures de vol des avions israéliens, ils sont eux-mêmes dans une position... Je défends rien, je dis rien, je dis il faut absolument regarder, quand on regarde une bataille stratégique comme ça, il faut regarder les deux côtés. Ce pays, dont je discute totalement le leadership, et dont je pense que même si le leadership était démocratique aujourd'hui, serait tenté par l'option nucléaire, même un gouvernement démocratique iranien. Ce qui est inquiétant, c'est naturellement de l'idéologie de ce régime apocalyptique, donc vont avec des illuminés qui sont prêts à appuyer sur la bombinette à la moindre contrariété. Ils ne sont pas fous, ils savent qu'ils seront vitriolisés. Justement, ils sont peut-être un petit peu fous. C'est peut-être aussi cette part d'irrationalité qui fait qu'il y a une... Il ne faut pas penser que tous les islamistes sont irrationnels. Non, mais en l'occurrence... Ils n'ont pas forcément raison. Bien sûr, mais en l'occurrence, ceux-là sont quand même très particuliers. Mais en revanche, malgré tout, je vais dans votre sens, si vous allez voir. Je crois beaucoup au bluff. On connaît suffisamment le goût du secret de l'armée israélienne, enfin des politiques israéliennes, pour se dire que si vraiment il devait faire un bombardement, d'abord il ne l'annoncerait pas. Ça fait 3 ans qu'il l'annonce très régulièrement. Moi, régulièrement, on me dit que le bombardement est pour le lendemain. Et donc, on voit bien qu'il y a une pression psychologique à laquelle je ne crois plus, sinon ça aurait été fait depuis longtemps. En revanche, je pense beaucoup plus, et ça paraît beaucoup plus souhaitable et plus raisonnable, naturellement, à un effondrement du régime sur lui-même. On voit bien que c'est un fruit pourri, et on voit bien on l'avait vu en 2009, qu'il y a une forte aspiration de cette population à se débarrasser de ce régime épouvantable, avec une aspiration réellement démocratique cette fois-ci, pas contrairement à ce que l'on a pu voir ailleurs. Et donc j'imagine, mais bon, naturellement, c'est tout à fait... J'imagine qu'on peut attendre, qu'on peut espérer que ce régime s'effondre sur lui-même. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, le temps du rappel des titres. Et on va parler de la campagne électorale en France. Et on demandera à nos invités s'ils trouvent que Nicolas Sarkozy est réac après son interview dans le Figaro Magazine. On posera notamment en premier la question à Yvan Réoufol. A tout de suite.